exactement la table. Très bien, merci, merci Rénal pour ces chiffres. Alors, réaction en ligne notamment de Grégoire avec une question sur la montée en compétence des métiers sur la data. Est-ce que c'est uniforme, homogène, ou il y a des secteurs d'activité où justement il y a une plus forte appétence des métiers sur le sujet de la data? Alors, j'ai pas vraiment de chiffres là avec moi pour appuyer ce propos, mais il me semble que les entreprises qui ont démarré plus tôt sur les questions d'exploration de la donnée sont évidemment plus avancées en la matière. Je pense aux banques, aux assurances, où il y a beaucoup de départements de data dans les départements métiers. Celles qui sont plus, j'allais dire, moins avancées sur ces segments, c'est généralement moins le cas. Mais peut-être que Jean-François ou... Je ne sais pas si Jean-François, vous avez une vision marché. Oui, si, un petit peu. Enfin, c'est ce que vous venez de dire, mais effectivement, la banque est plutôt avancée sur ces sujets-là, avec d'ailleurs des problématiques et des enjeux métiers qui sont comme très importants, hein, autour de la fraude, du risque, etc. Donc, il y a cette nécessité-là, l'assurance, également la grande distribution. Donc voilà, et puis l'industrie, avec l'industrie 4.0. Donc, toutes les industries aujourd'hui, quand même, sont... Et souvent, il y a des approches un peu par use case aussi, donc on peut peut-être avoir des disparités d'appétence métier en fonction des use cases, quoi, donc en fonction des usages au sein des entreprises. Est-ce qu'on sent aussi une pénurie un peu, parler de toutes les professions autour de la data? Alors il y a toute une data scientist, data engineer, data steward. Est-ce que on sent dans les études là, aussi une tension toujours bien présente sur ces compétences, Rénal? Oui, absolument. Effectivement, je pense que la tension existe encore, même s'il y a eu beaucoup d'efforts du marché, en particulier de la formation, pour former de nouveaux profils ces dernières années, mais ces tensions perdurent. Oui. Et au démarrage de tout ce qui est, quand on parlait du sujet du big data notamment, on parlait des données non structurées, notamment issues des réseaux sociaux, de dire on va pouvoir aller analyser les comportements des clients sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette promesse de dire d'aller chercher un peu des données non structurées à l'extérieur de l'entreprise, on le voit aussi se développer, peut-être Jean-François, sur ce sujet, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte. De toute façon, ça rejoint un peu l'étude que vous avez montrée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui doivent prendre des décisions stratégiques très importantes, puisque on pourra en parler, mais c'est vrai que le digital, c'est un enjeu vital pour les entreprises. Hein, c'est ce que disent 85% des CEO interrogés. Donc, pour ça, il faut être capable de pouvoir traiter, analyser toutes les données, qu'elles soient structurées, non structurées. C'est pour ça qu'on arrive à des volumétries de données telles que le cloud également fait partie de ces enjeux. Ouais, et pour compléter, effectivement, on voit une grosse tendance, et finalement c'est le chemin d'ailleurs de Microsoft sur la plateforme Azure, mais une grosse tendance entre la fusion finalement de ces données non structurées, qui étaient souvent d'ailleurs très métiers, retailers, e-commerçants, des réseaux sociaux, et puis du CRM ou des données du CRM, qui sont plutôt structurées. Et là-dessus, historiquement, il n'y avait pas forcément de solution pour vraiment commencer à unifier les deux dans une seule vue finalement utilisateur, qu'il soit métier ou DSI. Derrière, c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs chez Microsoft en essayant de fusionner finalement le data lake plus moderne, on va dire, quelque part, avec le data warehouse historique, derrière. Et ensuite d'avoir les solutions par-dessus. Ça, c'est une première grosse tendance. Et puis la deuxième grosse tendance, Jean-François le mentionne un petit peu finalement, c'est encore plus vrai avec le côté un peu des contraintes sanitaires de la crise qu'on a vécue l'année dernière, c'est comment on est plus adaptable, plus rapidement, et donc du coup comment on intègre des informations venues de l'extérieur plus rapidement. Donc, comment on intègre des sets de données, qu'elles soient complètement ouvertes, par exemple les données Covid. Donc on a vu des retailers qui agrégeaient des données Covid de confinement pour savoir finalement adapter peut-être leur supply chain, leurs commandes, leur livraison derrière. Alors deux autres questions donc de François qui dit: il me semble que les tendances en particulier sur le cloud sont plus mitigées dans l'industrie pour les applications OT et moins de l'IT pour des raisons de temps de réponse et d'IP. Qu'en pensez-vous? Peut-être justement quand on revient sur les secteurs verticaux, sur les... Alors si on revient sur la tendance du cloud, alors c'est pas ce que j'observe en tout cas, c'est-à-dire que oui, il y a des secteurs qui historiquement, sur la data en particulier, mais aussi sur le cloud, sont plus massivement allés vers là, surtout des secteurs très orientés clients derrière, donc e-commerçants, retailers, etc. L'industrie, quand on voit, je peux parler d'Amadeus par exemple, sur lequel on a signé un gros partenariat. On peut parler d'Air France aussi qui fait beaucoup de choses. Toutes ces industries sont déjà en fait beaucoup passées à l'hybride, au cloud, voire au multi-cloud derrière. On sent qu'on s'en aperçoit forcément.
Dernière question, on parlait de l'appétence des métiers, mais quid du top management, de la direction générale, sur quel type d'outils, de services, de fonctionnalités? Je sais pas si... Moi, j'ai pas mal de répondre là-dessus. Non, mais là, c'est la question de la maturité. C'est la question de la maturité. Et la maturité, en fait, des patrons des différentes entreprises, hein, pas que dans le privé, mais dans le public aussi, elle a complètement explosé. Alors, la pandémie, je dirais, a accéléré ce phénomène, parce que forcément, enfin, on le voit aujourd'hui, mais les entreprises, puis les entreprises qui s'en tirent le mieux, entre guillemets, déjà avaient soit entamé leur transformation digitale, soit alors étaient partis déjà sur un business model qui était autour du digital. Donc la maturité a complètement explosé. Et concrètement, on le voit sur le... Je vous regarde parce que ça reprend aussi des éléments de l'étude. Mais on le voit sur le terrain avec les métiers qui sont les donneurs d'ordre, puisque l'objectif quand même du digital, c'est de répondre à des enjeux métiers. Donc les métiers sont les donneurs d'ordre. On a besoin de traiter des volumétries de données qui deviennent juste exponentielles. Chez SAS, maintenant, on en est sur des centaines de téras, des pétaoctets de données, et c'est normal. Et en plus, pour avoir cette fiabilité des informations qu'attendent les CEO, il faut traiter toutes les données. Donc c'est pour ça qu'ils donnent les clés du camion de plus en plus au DSI. Ça répond aussi à ce que vous disiez sur les différents profils. C'est que finalement, pour être capable de pouvoir traiter la donnée avec différents types de populations, il faut être capable de passer au-delà des silos organisationnels de l'entreprise. Ça fait partie justement des enjeux, il faut désiloter. Qu'est-ce que vous voyez sur le marché pour justement passer un peu le plafond de verre? Le titre là, du webinaire, c'est comment démocratiser les usages, comment donner du pouvoir aux utilisateurs. Qu'est-ce que vous voyez comme point bloquant, vous, sur le marché, Jean-François? Alors, c'est pas vraiment de point bloquant à proprement dit. C'est une évolution. Le marché est en train d'évoluer, d'accélérer. On parlera du partenariat Microsoft et SAS là-dessus, parce que c'est vraiment l'objectif, c'est d'accélérer et de garder toujours le leadership sur ce phénomène. Mais en fait, on est sur comment on rationalise l'usage de l'analytique. Donc, comment on peut faire plus, mieux et moins cher. Mais on est tous consommateurs ici. On attend toujours plus de services, on attend moins cher, et puis on attend d'être livré tout de suite et personnalisé. Donc, finalement, l'enjeu des entreprises, c'est comment industrialiser le personnalisé. C'est pas évident. Donc voilà. Donc oui, il faut accélérer sur le sujet. Xavier, quelles sont un peu les limites que vous voyez sur les solutions on-prem? C'est-à-dire que là, on a vu la montée en puissance du cloud. À quoi répond le cloud, quoi? C'est-à-dire quelle problématique? D'abord, il n'a jamais été aussi simple aujourd'hui de migrer vers le cloud. Donc je pense que ce n'était pas forcément le cas avant en termes d'outils, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mouvement assez massif. On voit que le marché est en croissance. Il y a une bonne raison. La deuxième élément, avant de répondre à votre question, c'est que les entreprises qui ont plus intégré le cloud et surtout la data, juste pour être data-driven, sont celles qui ont le mieux résisté à la crise. Je pense que c'est important pour le redire, parce que finalement, ce besoin-là d'être adaptable et de réagir, de prendre les bonnes décisions au bon moment, c'est ça le sous-jacent du cloud derrière. Le cloud, c'est pas seulement finalement un outil technique, je passe de gauche à droite, finalement un certain nombre de ce qu'on a appelé workload, donc base de données, etc. C'est comment j'arrive à rendre accessible la donnée. Et accessible, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que je la rends, je peux retrouver mes sets de données et jouer avec d'une manière rapide. Donc il y a un sujet de performance derrière, il y a un sujet de coût, et puis il y a un sujet de sécurité derrière, c'est-à-dire les bonnes personnes au bon moment peuvent jouer avec les data, c'est pas non plus tout le monde. Et c'est derrière ce frein qui peut-être historiquement était sur l'on-prem, qui était comme je garde en on-prem finalement j'allais dire mes données, qu'elles sont accessibles qu'à quelques API few. Le vrai changement avec cloud, ce que permet le cloud, c'est de dire finalement je vais le mettre à disposition de tout le monde sous certaines conditions, ce qui est très différent. En s'affranchissant finalement de la capacité de performance, de workload, etc. Tout ça est géré par le cloud. Et c'est ça, cette vraie rupture qui se fait sur les gens qui vont adopter le cloud. Alors, c'est pas aussi blanc ou noir que on-prem versus off-prem. On peut parler d'hybridité aussi, je pense qu'on y viendra aussi. Mais c'est quand même la capacité d'ouvrir ces jeux de données avec les bons outils, comme SAS, par exemple, pour ensuite pouvoir prendre les bonnes décisions derrière. Encore une fois, s'affranchissant de plein de contraintes qui étaient j'ai plus la capacité, du coup, je sais pas, mon data scientist, il doit attendre 2 jours avant d'avoir le résultat de sa simulation, alors qu'en fait, il faut réagir assez vite pour prédire les ventes dès demain, derrière, parce qu'il se passe des choses sur le marché.
Et puis c'est l'occasion plutôt que de faire des placements de workload, de se poser la question quels sont les vrais besoins métiers, de quoi mes métiers. C'est ça, c'est exactement, c'est un recentrage vers les métiers. Finalement, l'entreprise, elle va se recentrer sur les métiers. La DSI, le binôme, j'allais dire DSI et métier, il va être important en se disant finalement quel problème j'essaie de résoudre derrière, qu'est-ce qui se passe sur le marché, quel meilleur forecast je peux faire, qu'il soit sur une supply chain, une relation client, etc. Comment j'ai des bons tableaux de bord, comment je peux créer hyper rapidement des tableaux de bord. Ça a l'air de rien, mais finalement créer un tableau de bord rapide pour avoir une haute vue et s'apercevoir que je pensais que mon marché réagissait comme ça. Et on l'a vu ça pendant la crise. Et en fait, il y a des choses que je ne voyais pas parce que je regarde un autre angle de vue. Voilà, cette création de tableau de bord, cette capacité, finalement c'est ça, d'être adaptable aujourd'hui dans notre monde qui connaît des crises insoupçonnées, insoupçonnables derrière. Reynald, justement, on retrouve ça un peu dans les études, c'est ce besoin de placer, quand je dis passer le plafond de verre, c'est vraiment on a des limites on-prem qu'il faut dépasser, et c'est aussi l'occasion aussi de peut-être réinventer, d'innover, de réinventer ces modèles, et puis d'aller au plus proche des besoins métiers. Oui, tout à fait. Je crois que le chiffre le plus marquant, c'était effectivement les 95% d'entreprises qui ont une stratégie data hybride. Donc on voit bien que c'est l'intégralité du marché ou presque aujourd'hui. Donc que tous les verrous ont plus ou moins sauté à peu près partout. Je crois que vous avez dit à peu près les raisons pour lesquelles effectivement les entreprises s'y sont intéressées. Flexibilité, saturation des infrastructures internes également. J'y ajouterais peut-être un dernier point. On trouve sur le cloud des services managés autour de nouveaux environnements que les entreprises n'avaient pas forcément l'habitude de maîtriser, qui est un point aussi qui a attiré les entreprises vers ce type de... Oui, je pense que des outils, alors on a parlé beaucoup des outils, on ne peut pas totalement dissocier, mais effectivement les outils et les capacités de ces clouds, dont Azure évidemment, d'être complètement en open source. Et on a parlé, il y avait quelques langages qui étaient cités, là on parlait Python, R, derrière. Donc c'est à la fois l'alliance performance, faire du Spark finalement, sans avoir à se poser la question de qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme machine chez moi, etc. Et de le faire quasiment en un clic. Ça, c'est la vraie performance du cloud derrière. Alors justement, vous êtes là tous les deux, SAS et Microsoft, donc sur un partenariat pour répondre à ces problématiques. C'est vraiment un peu le meilleur des deux mondes entre l'analytique et la puissance du cloud. C'est un peu la raison d'être de ce partenariat, Jean-François. Oui, c'est vraiment une accélération. Une accélération, ça veut dire que ce sont deux boîtes historiques, chacune leader dans son domaine, des boîtes d'ingénieurs, avec des R&D puissantes. La R&D chez SAS, c'est 4000 personnes, un investissement entre 800 millions et 1 milliard de dollars par an. Voilà, donc ce sont deux boîtes technologiques qui se rencontrent pour travailler sur des enjeux d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut apporter à nos clients tout de suite autour de ce qu'on a décrit, et puis également travailler sur les enjeux de demain, sur l'intelligence artificielle et également sur l'Internet des objets. Et avec donc peut-être aussi quand on va vers l'innovation, vers le service, d'avoir vraiment des offres packagées dédiées justement à des use cases, à certains utilisateurs métiers. En fait l'idée, c'est vraiment de composer aussi de nouvelles offres et d'aller vers de l'innovation. Oui, en fait, il y a les deux choses. Il y a tout d'abord, comme vous le savez, on a beaucoup parlé de désilotage, etc. Il y a cette nécessité d'avoir une vraie gouvernance analytique et de pouvoir finalement traiter la donnée de manière industrielle, donc toute la chaîne de valeur analytique, en reprenant la méthodologie ModelOps, qui est bien connue des DSI. Donc c'est ça qu'on traite de manière industrielle et c'est ça qu'on apporte dans le moteur VAIA, avec la capacité de passer à l'échelle. Et c'est ça qu'on amène finalement dans Azure. Ça, c'est pour la partie performance. On a aussi toute la partie pour répondre aux enjeux métiers. C'est l'une des forces aussi de SAS, c'est de pouvoir répondre avec des modèles spécifiques à différentes industries et d'amener ces modèles dans les applications Azure. D'accord. Xavier, vous avez des... Oui, alors il y a plusieurs éléments sur ce partenariat, parce qu'effectivement, c'est d'abord un partenariat technologique, derrière, très ancré, avec pas mal de roadmap, qui touche d'ailleurs pas que Azure, pour préciser, puisqu'il va toucher aussi Dynamics, l'offre de CRM de Microsoft, il touche Power BI, il y a beaucoup de connecteurs qui sont en train d'être pensés, au-delà de simplement porter sur Azure. Le deuxième élément, c'est ce qui est intéressant sur Azure, on a un petit motto en anglais, c'est un petit brand name, qui est Invent with Purpose, qui est le côté... On ne fait pas du cloud juste pour faire du cloud. D'abord, technologiquement, on construit nos plateformes en fonction de l'usage qui va en être fait. Et donc c'est là où le partenariat est important, parce que mettre ça sur Azure, c'est aussi une forte intégration pour s'assurer que la performance de bout en bout, elle est complètement intégrée.
derrière, et c'est pas juste finalement un applicatif qui était historiquement finalement on-prem et je vais le mettre dans le cloud. C'est vraiment une intégration forte avec les bons workloads, les bonnes capacités techniques et technologiques d'Azure derrière. Alors il y a des réactions en ligne sur les aspects un peu de migration ou les questions qu'il y a à se poser, notamment sur la tendance du cloud qui indique des problématiques de sécurité, de data privacy, quels sont un peu l'impact sur les compétences nécessaires, les questions qu'il faut se poser, les investissements associés. Qu'est-ce que vous avez à répondre justement sur ces enjeux dès qu'on parle de migration de cloud, c'est sécurité, data privacy, intégrité des données, voire même parfois souveraineté. Donc voilà, quelles sont les réponses que vous pouvez apporter là, à l'audience? Peut-être déjà sur migration cloud, puis je serai sur Jean-François sur les outils là-dessus, puisqu'il y a une continuité par rapport aux outils, mais déjà sur migration cloud, j'allais dire, le mouvement sur le cloud, il est pas récent, hein, il est déjà de quelques années, on va dire. Donc il y a tout un processus qui s'appelle Cloud Adoption Framework sur Azure, qui permet de construire une landing zone, de regarder bien l'ensemble finalement des compétences nécessaires pour manager le cloud, à la fois dans cette partie migration, avec ou des partenaires ou Microsoft directement, hein, qui va soutenir une entreprise qui va faire cette démarche, et puis ensuite dans la partie management du cloud. C'est-à-dire que c'est vrai que par ailleurs, manager un cloud, il faut des fonctions de type FinOps pour manager ses coûts, pour, j'allais dire, par exemple, identifier des machines virtuelles zombies qui ne servent à rien, donc elles coûtent financièrement, elles coûtent d'un point de vue environnement aussi, puisque elles ne sont pas utilisées. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à être assez processé derrière, et sur lequel on accompagne toutes les entreprises d'une manière un peu massive derrière. C'est complètement disponible d'ailleurs sur Internet, et ça nécessite effectivement des évolutions de certaines skills, de certains métiers. Certaines compétences. Administrateur de cloud, c'est un métier, un nouveau métier, administrateur de cloud hybride, on va dire, qui n'est pas tout à fait le même que peut-être administrer son propre cloud derrière. Donc ça, c'est la partie, j'allais dire, machinerie, sur du coup outillage cloud. Et ensuite, il y a la partie outils, puisqu'on va retrouver sur Azure l'ensemble de l'environnement, finalement, des services de SaaS derrière. Et comment on gère le mode hybride aussi? Une question qui est en ligne, c'est justement, on va pas être sur 100% de cloud, donc comment on gère un peu les données qui sont dans le cloud, le rapport avec les données on-prem, voire même des données chez d'autres acteurs, si on parle d'open, de share data, des choses comme ça. Comment on réussit à unifier un peu tous ces écosystèmes variés, ces silos de données, vous en parliez? Jean-François. C'est le principe même de la gouvernance. C'est le principe de la gouvernance, de la rationalisation. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que les R&D sont aussi puissantes. Ce qu'il faut voir, c'est que la puissance d'une R&D ne se mesure pas que sur le fait de fabriquer un concept car. C'est aussi de s'assurer que ce concept car puisse rouler sur n'importe quelle route, à n'importe quel temps, etc. Donc, c'est la capacité à interopérer avec tout type de technologie, tout type de support, tout type d'environnement. Et d'aller chercher n'importe quel type de données, où qu'elles soient. Donc tout ça, forcément, c'est quand même énormément de technologie, de savoir-faire, d'ingénierie. L'objectif, c'est d'industrialiser tout ça à travers cette chaîne de valeur analytique, alors autour de ModelOps, bien sûr. Donc c'est tout le traitement de la donnée par différents types de populations. Et là où cette gouvernance est absolument importante, c'est que l'objectif, c'est de faire travailler sur la même donnée différents types de populations sans la répliquer. Et là, on rentre sur un enjeu de sécurité majeur, de coût et de sécurité majeur. Alors juste, vous parlez de cette diversité de données. Là où elle est, la donnée, il y a une réaction là, sur tout ce qui est edge aussi, d'aller récupérer et d'aller traiter des données au plus proche des usages, et notamment dans l'industrie, puisqu'on voit se développer justement une convergence IT-OT forte. Voilà, c'est l'un des savoir-faire forts en fait, de SaaS, c'est d'aller faire ce qu'on appelle l'analytique on the edge, donc au plus près de la donnée. C'est pour ça d'ailleurs que la donnée allant dans le cloud, l'analytique suit la donnée et va dans le cloud aussi. Voilà. Est-ce qu'on retrouve au Renan un peu les sujets ou les questions classiques de migration vers le cloud en fait là, on parlait de sécurité, de data privacy, c'est des sujets qui reviennent. Effectivement, c'est des sujets qui reviennent régulièrement. J'allais dire qu'ils reviennent depuis le début de l'histoire du cloud, en tout cas beaucoup en France. Alors c'est plus un point de blocage absolu, en tout cas ça me semble plus être un point de blocage absolu aujourd'hui, mais ça reste un point d'attention. Moi j'y ajouterais quand même une autre question qui apparaît très régulièrement dans les discussions avec les DSI, c'est la question du lock-in, de l'enfermement dans un cloud en particulier. C'est un point d'attention, il me semble, d'une bonne partie des DSI aujourd'hui. Même au niveau mondial, on a fait une étude là, qui s'appelle Cloud Pulse, qui est la principale étude IDC au niveau mondial, qui montre que 56% des DSI portent une attention particulière au sujet du lock-in. Et donc ça pousse certains DSI parfois à se couper de certaines fonctionnalités de certains clouds, justement pour éviter de tomber dans des fonctions qui sont adhérentes avec un... Ouais, des questions de réversibilité, de basculer de manière dynamique d'un environnement à un autre. C'est des questions qui
qui reviennent en fait régulièrement, mais qui se gèrent. Oui, tout à fait. Alors, désolé Xavier, ferme tes oreilles pendant juste une minute. Mais bon, tout comme Microsoft, on n'est pas en exclusivité avec SaaS, nous on n'est pas en exclusivité avec Microsoft. C'est ce que je vous disais, pour qu'on puisse adresser toutes les technologies embarquées, bien entendu, ça s'adapte aussi et ça s'adresse aussi à l'environnement des clouds. On s'adapte à n'importe quel type de technologie cloud. Alors en fait, vous avez justement, pour aller plus loin, mis au point des packs un peu bien définis. L'idée, c'est d'accéder à de nouvelles fonctionnalités, à des services innovants. C'est-à-dire, pour aller un cran plus loin, c'est de migrer, mais aussi pour avoir de nouveaux services. Alors qu'est-ce que vous pouvez proposer? Oui, on est dans cette logique qui était décrite, c'est-à-dire low code, no code. Où on doit être capable de pouvoir mettre en place, puisque ça c'est l'un des vrais problèmes aujourd'hui, l'un des vrais enjeux des entreprises, c'est la capacité à mettre en production des modèles de manière agile, régulière, flexible, etc. Il y a très peu d'entreprises qui arrivent à le faire. Donc pouvoir, à chaque fois on doit réécrire le code, on doit recoder. Donc l'objectif, et c'est la philosophie de Vaia, c'est la philosophie également de Microsoft et d'Azure en particulier, c'est de pouvoir finalement passer des modèles en production au clic, sur les interfaces graphiques. Donc l'objectif, il est de mettre à disposition aussi des métiers la capacité de pouvoir adresser leurs besoins, de mettre en place toutes les capacités analytiques sur leur département de manière agile, sans forcément être un dieu du code. C'est-à-dire que quand on parle de citizen développeur, citizen codeur, on arrive à des interfaces qui sont de plus en plus simples, intuitives, pour les utilisateurs, d'où accessible à des gens qui ne sont pas développeurs et qui sont du métier, mais qui ne sont pas des codeurs. C'est un peu l'idée, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met en place un certain nombre, ce que vous disiez, donc de ce qu'on appelle des quick start sur Azure. On a commencé à le faire avec la grande distribution, par exemple, avec certaines solutions de prévision, qui commencent d'ailleurs à donner des résultats, des ROI très, très prometteurs, très parlants, et ça va se poursuivre avec d'autres types de solutions autour de la fraude, etc. Alors vous avez parlé, Xavier, et puis ça revient sur les questions de l'aspect FinOps, en fait, de maîtrise des coûts. Alors vous y répondez, vous avez dit, donc vous avez des outils, des fonctionnalités qui permettent un peu de contrôler ces coûts. Alors sur Azure, il y a beaucoup de choses. D'abord, dans l'outil, effectivement, je ne vais pas y venir sur l'ensemble, mais Azure Advisor, donc il y a des recommandations qui sont faites. Et par ailleurs, il y a des formations, et on anime des clubs d'ailleurs sur nos clients pour effectivement intégrer un certain nombre de best practices sur FinOps directement. Parce qu'effectivement, je veux dire, on n'a aucun intérêt à ce on surutilise finalement une capacité cloud dont on n'a pas besoin. Encore une fois, à la fois soit pour son aspect financier, mais aussi environnemental. J'y reviens là-dessus parce que finalement on oublie, mais ça devient aussi une grosse tendance de pouvoir correctement utiliser et que ça soit utile derrière. Dans une démarche de type RSE, quoi, en fait. Dans une démarche aussi de type RSE. On a un Azure TCO, un calculator qui permet de mesurer son empreinte carbone. Bon, c'est aussi une préoccupation qui arrive derrière, puisque tout mettre dans le cloud, on a beaucoup de données, c'est très bien, mais on sait très bien que ça consomme. Donc, alors, Microsoft a aussi des engagements extrêmement forts sur sa neutralité carbone, d'être carbone négatif aussi. Et d'avoir effacé complètement sa dette carbone depuis 46 ans qu'est né Microsoft. Je crois que ça fait quelques jours de ça, son anniversaire. Voilà, mais c'est la même démarche, c'est-à-dire de pouvoir repérer automatiquement via de l'intelligence artificielle des machines qui ne sont pas utilisées, alors donc ce que c'est normal, pas normal, ce qu'on appelle des zombies du coup, de pouvoir identifier des patterns pour mieux optimiser effectivement les flux de données, et donc se dire ça coûtera moins cher. Et puis aussi des architectures de référence qui sont utilisées par nos clients, sur lesquelles on peut dire, de cette façon-là, ça va fluidifier, ça va même améliorer potentiellement les temps de réponse, par exemple, ou les temps d'accès. Reynald, en fait, le sujet FinOps, il est devenu, il est sur le bureau des DSI une priorité, là, c'est depuis quelques années. C'est avec pour rejoindre un peu ce que disait Xavier. Je rejoins ce que dit Xavier. C'est vrai que les Azure, mais aussi les autres hyperscalers ont mis en place des outils. C'est pas un problème d'outillage, c'est plus un problème de développement des pratiques dans les entreprises. Et en la matière, il y a encore beaucoup à faire parce que si je me réfère toujours au même chiffre de l'étude Cloud Pulse IDC, en 2019, environ 60% des entreprises ont dépassé leur budget cloud, et en 2020, on est à peu près sur les mêmes ratios. Donc on voit qu'on n'a pas du tout mis le sujet encore sous contrôle. Alors, quand on demandait au DSI finalement d'où ça vient, ces dépassements de budget, l'apparition de workload non planifiés, donc finalement ça c'est pas si mal parce que on consomme de la ressource. On utilise plus le cloud que ce qu'on a essayé de faire. Mais c'est qu'il a un intérêt business probablement. Voilà, exactement. L'augmentation des tarifs des providers aussi, mais aussi les DSI reconnaissent que c'est aussi pour origine des ressources non gaspillées, les zombies. Les zombies dont je parlais, exactement. Ou alors des coûts de bande passante qui n'avaient pas été bien calculés en amont. Alors là, par contre, pour
pour rassurer un peu Xavier, toujours dans cette même étude, ces remarques sur le FinOps, ou le fait que le FinOps reste, j'allais dire, un sujet qui est à mettre sous contrôle, ne remet pas en cause ne remet pas en question le retour sur investissement du cloud, parce que quand on pose la question à DSI, est-ce que le ROI du cloud est discuté du fait de ces dépassements de budget, ils répondent plutôt non. Donc ils reconnaissent que le cloud a un intérêt, mais néanmoins que les pratiques en matière de FinOps doivent se développer en interne pour mettre le sujet un peu plus sous contrôle. Alors c'est quand même un sous-jacent sur le cloud, et puis sur la data, c'est que les entreprises qui résistent le mieux sont celles qui ont dit ok, j'ouvre finalement l'ensemble de la data ou les ressources, on va dire, au cloud, à l'ensemble de l'organisation. Donc de facto, comment je le contrôle. Ce qui est très différent de je le garde et je le mets qu'à ce que je disais, des quelques API few. C'est vraiment un changement de paradigme, du coup, qui nécessite une maîtrise pour le DSI, effectivement, de l'aspect financier, ça c'est assez évident, mais aussi l'aspect sécurité, l'aspect compliance. C'est-à-dire quels sont les outils, du coup, pour garantir que ces données-là, elles vont être correctement utilisées, elles vont pas, c'est peut-être des données personnelles, donc tout ce qui est GDPR, etc. Là aussi, on peut pas mal accompagner, mais c'est finalement la clé derrière pour se dire j'ai donné la main au métier, sous les conditions, plutôt que l'inverse, en disant j'ai une liste finalement définie de gens qui ont accès finalement à ces données. On est de plus en plus dans des démarches de type test and learn, donc du coup on apprend et après on teste et puis après il faut contrôler un peu Pour revenir à ce que tu disais, Reynald, en fait quand tu parles de ROI du cloud, il y a une question, quelle préconisation auriez-vous pour pouvoir comparer le coût de maintenance du cloud versus un existant on-prem, avec la scalabilité premise par le cloud, permise par le cloud, comment pouvez-vous estimer le coût futur? Donc c'est un peu sur justement le retour sur investissement, ou de dire quelle préconisation vous pourriez avoir avant de migrer vers le cloud entre la promesse et la réalité, pour que ça soit aligné. Mais alors là-dessus, parce que c'est toujours difficile de répondre d'une manière générique là-dessus, mais on n'est pas dans le même modèle, puisqu'on est dans un modèle OPEX sur le cloud et à l'usage, voilà, qu'on peut effectivement négocier, travailler, manager, versus un modèle CAPEX intensive. Donc pourquoi les gens sont passés au cloud, c'est pour générer moins de CAPEX, parce qu'il y a aussi des effets de bord, c'est-à-dire qu'en général, une entreprise qui a historiquement de l'on-prem, elle n'utilise pas toutes ses ressources, parce qu'elle a acheté un paquet de serveurs, et puis finalement, elle est peut-être à 60-70%. Donc, quand on cumule tout ça, l'aspect cloud économiste de migration, on fait beaucoup d'assessments avec les entreprises qui sont vraiment financières. Donc là aussi, on a pas mal de témoignages de directeurs financiers qui calculent, voilà, avant, après, à périmètre équivalent. Alors je précise, d'ailleurs encore une fois, il y a le management du cloud, c'est un métier qui apparaît, qui est logique, mais à côté disparaît, je sais pas, mais fait évoluer toutes les personnes qui travaillaient sur le modèle CAPEX derrière. Donc il y a une vraie logique économique. D'ailleurs, c'est le plus gros driver, j'allais dire, de passage au cloud aujourd'hui, depuis j'allais dire 2020, encore plus accéléré. C'est-à-dire le côté où des entreprises qui hésitaient peut-être sur le cloud, sont impactées énormément par la crise. Et du coup, qui se disent, je passe complètement, en passant complètement dans le format public cloud, qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit des économies notables. On avait accéléré en l'espace de quelques mois. Ça se calcule application par application, parce que ça dépend aussi de la stratégie de migration. En fait, je pense c'est pour ça que c'est dur de répondre générique, mais il y a évidemment des applications qui sont legacy, qui sont compliquées à porter. Le lift and shift, juste de ça, peut permettre des économies, mais est-ce que ça en vaut la peine? Ou alors parce que simplement ce on-prem, il est, c'est ce qu'on appelle du sunk cost en anglais, c'est-à-dire finalement elles sont amorties, donc on va laisser comme ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le passage au cloud permet de bridger, on le voit dans le partenariat qu'on a avec SAS, des nouvelles, de l'AI, des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles avant. Alors juste pour réagir, c'est vrai que dans les études, là, il y avait montée en puissance de l'intelligence artificielle. Et en fait, on fait de l'intelligence artificielle des fois sans le savoir. C'est-à-dire que c'est intégré dans les outils, la fonctionnalité. Donc ça fait partie en fait, des outils analytiques. Un bon exemple, c'est la sécurité. C'est-à-dire que quand vous prenez la couche de sécurité, alors qui s'appelle Active Directory chez Microsoft, mais d'authentification vers les applications, qu'elles soient SaaS ou Azure, derrière, il y a plein d'intelligence artificielle pour repérer est-ce que c'est un faux positif, est-ce qu'il y a une tentative là de quelqu'un qui va... alors en français, en anglais impersonate, donc je ne sais pas bien le mot français là-dessus, mais en gros prendre l'identité de quelqu'un. Et là il y a plein d'algorithmes d'intelligence artificielle pour justement dire celui-là il est à risque, donc je fais un flag et du coup je vais l'empêcher d'accéder au système d'information derrière. Donc il y a beaucoup d'intelligence artificielle embedded dans l'ensemble de nos solutions
celle de SaaS aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, on va de plus en plus vers des utilisateurs augmentés par l'IA. Et puis d'ailleurs, là où le partenariat, comme est un partenariat vraiment technologique, hein, c'est que l'analytique est extrêmement consommateur, peut être extrêmement consommateur d'infrastructures notamment. Et le cloud a dû s'adapter à ça, parce que c'est aussi l'intérêt de mettre l'analytique dans le cloud, puisque le cloud, à la base, c'est plutôt fait pour des systèmes transactionnels. Oui. L'analytique demande beaucoup de temps réel, beaucoup de mémoire, et c'est en ça que le partenariat avec Microsoft prend tout son sens. Alors, réaction en ligne, et puis c'est pour reprendre ce que tu avais dit au début sur le rôle de la DSI. En fait, on a l'impression donc, que les métiers prennent de plus en plus la main sur les outils analytiques data. Donc, on parle de citizen coder, développeur. Donc, est-ce que ça veut dire que l'IT n'est plus que l'aspect machinerie de mise en place et qu'après, c'est les métiers qui prennent le pouvoir? Quel est le rôle de la DSI? Est-ce que la DSI reprend la main? Ou est-ce qu'on est sur du partenariat? On parle de DSI Business Partner. Je vais faire une réponse de Normand, c'est un partout balle au centre. En fait, non, il n'y a pas vraiment de prise de pouvoir. Chacun a son rôle. Il ne faut pas oublier, comme à la base, que le digital, c'est fait pour répondre à des enjeux métiers. Donc, les métiers sont les donneurs d'ordre. Bien entendu, ce que l'on fait, c'est pour eux, pour être meilleur, produire mieux, etc. La DSI est là pour rationaliser le tout, éviter que les coûts explosent. Quand on veut analyser 100 Tera, 1 pétaoctet de données, par exemple, on imagine très bien que les coûts d'infra peuvent exploser, les coûts réseau peuvent exploser. En plus de ça, il y a des problématiques de réplication de données, donc de sécurité. Et puis, il y a différents types de populations qui vont intervenir sur une donnée. Vous avez un ingénieur d'installation, vous avez un data scientist, vous avez la personne métier. Donc, il faut rationaliser tout ça. Donc, le DSI a cette charge. Maintenant, pour être agile et répondre aux besoins changeants des métiers, s'adapter à ça, bien entendu, la DSI ne va pas à chaque fois faire l'expression de besoin de chacun des métiers, etc. Eux, ce qu'ils doivent mettre à disposition, c'est rationaliser l'analytique, rationaliser toutes les couches qui vont bien avec la partie cloud en CS Manager idéalement, pour que les métiers viennent consommer. C'est ce que Xavier disait, on passe d'un modèle CAPEX à un modèle OPEX. L'objectif, dans cette maîtrise des coûts, c'est d'optimiser la consommation des métiers. Donc les métiers, en fait, viennent puiser dans ce qui est mis à disposition par la DSI pour ensuite aller pouvoir exploiter leur tableau de bord, leur analyse. Service, ce qui est important, on va de plus en plus vers des catalogues de services pour les métiers. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que sur l'évolution des compétences, il y a vraiment deux tendances finalement. Il y a une tendance qui est l'évolution des métiers techniques. Je crois beaucoup à l'hybridité entre les deux, et côté business partner entre les deux. Des côtés métiers techniques sur tous les outils de productivité, on voit Dev, DevOps, tout ce qui est CI/CD, donc finalement productivité, je publie et je suis capable de le mettre sur l'ensemble des clouds derrière. C'est pareil sur la data, on parlait de MLOps derrière, donc c'est des métiers qui émergent fortement au sein de la DSI pour accompagner. ML pour machine learning ML pour machine learning, exactement. C'est mon pipeline de machine learning. Comme j'ai mon pipeline de code, je suis capable de garantir que quand j'ingère la donnée, le data engineer il va dire j'ingère correctement la donnée, j'ai la bonne donnée, elle est correctement taguée, et puis ensuite elle va être non corrompue, j'allais dire, pour être dans le système, pour être visible, utilisable par les métiers. Et donc il y a ces métiers techniques qui évoluent, donc on fait beaucoup de formations sur le sujet, il y a beaucoup de demandes. Et puis côté métier, il y a aussi cette demande de mieux comprendre finalement ce qu'apporte la technologie sans être technique. Nous on a lancé beaucoup d'AI Business School par exemple, pour que le métier lui-même se dise ah bah oui, intégrer l'AI dans mes processus métiers, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Et donc il y a aussi cette tendance de nouvelles formations, ou des formations de type usage low code, justement pour accompagner les métiers. Et on voit que ce bridge-là, il se fait encore plus naturellement. En tout cas, ce binôme-là, il est d'autant plus critique que demain. Alors là, on est quand même sur des grands comptes qui ont les compétences en interne, mais il y a une question justement, quid des PME? Est-ce que justement, qui n'ont pas forcément des compétences en interne, est-ce que il y a des offres packagées, des outils, des solutions de BI ou de data visualisation qui sont directement accessibles pour des entreprises de taille intermédiaire? C'est justement, je dirais, les clients même qui peuvent être intéressés par ce que l'on met en place. Quand on parle de low-code, no-code, l'objectif, c'est pas d'aller recruter demain une armée data scientists, tous expérimentés à fond sur le code. C'est au contraire pour rendre accessible à des personnes dont c'est pas le métier de mettre les mains dans le code, aux capacités analytiques de SaaS, de Vaia, et puis la puissance de Microsoft derrière. Donc on s'adresse, je dirais pas avant tout à ces gens-là, mais au contraire, ces clients-là sont complètement... Ouais, il y a cet aspect-là, effectivement, qui est l'accessibilité low-code, no-code, effectivement. Et puis il y a l'autre élément, on a un petit peu parlé derrière, qui est des solutions industrie.
on va les appeler comme ça, de templates, c'est-à-dire finalement il y a un truc qui fait du retail. J'ai beaucoup de discussions en région, en l'occurrence, avec des retailers qui ne sont pas les grands noms qu'on connaît, mais qui du coup ont voilà, des solutions industrie pré-packagées et qui permettent d'aller vite pour mettre en place justement des solutions de data analytics ou autres. Quand on sait que concrètement 8% seulement des projets analytiques passent en production, quand je disais que c'était vraiment la problématique majeure de créer des modèles, je dirais presque c'est simple, tout le monde peut le faire, mais c'est les mettre en production. Oui. Là c'est compliqué. Donc cette intégration qui vise à pouvoir mettre des modèles spécifiques à des industries dans les applications Azure, c'est fait justement pour aider ces PME. On revient sur une question sur tout ce qui est privacy, data privacy, aussi l'évolution un peu des réglementations. L'incertitude juridique Privacy Shield aura-t-elle une incidence sur les choix des services proposés? Alors, je ne sais pas ce que c'est que le BYOK, c'est Bring Your Own Key. On peut te poser, qui j'imagine. Brian Key. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Mais en fait, justement, oui, on est dans une incertitude où les réglementations évoluent. J'imagine que c'est là-dessus, mais je suis preneur que la personne me contacte après si besoin. Mais je ne sais pas si on est dans une incertitude. Le positionnement de Microsoft est assez simple là-dessus. On est un acteur B2B. Il y a un certain nombre de réglementations et de régulations sur lesquelles on s'astreint et on est très sensible à ce sujet-là derrière, donc que ce soit évidemment GDPR, mais enfin toutes les réglementations, les niveaux de compliance derrière. Et donc les données sont la propriété de nos clients. Et nous n'avons pas accès aux données. Il y a des solutions ensuite technologiques pour permettre que ces données ne soient pas accessibles, quoi qu'il arrive, par n'importe qui, donc de technologie de type chiffrement, donc de manière courante, at rest, c'est-à-dire quand elles sont stockées, quand elles sont en transit, et puis ensuite on est en train de déployer du confidential computing. Donc c'est le bout en bout, y compris quand elles sont en traitement, qui était, je pense, la grande demande pour être sûr que sur l'ensemble de la chaîne, quand une donnée elle est stockée en traitement, voire en voyage, en transit, finalement elle n'est pas lisible, sauf par le détenteur de la clé. Donc, je pense que c'est ça. La clé et les éléments de clé pouvant être hébergés ailleurs. Je pense que pas mal d'entreprises ont ce type de réflexion pour héberger effectivement soit chez eux, soit chez un autre hoster, pour dissocier finalement la détention de la clé en elle-même, finalement des données elles-mêmes chiffrées ailleurs qui bénéficient de cette scalabilité du cloud Azure. Voilà, c'est des modèles d'architecture qui commencent à se généraliser effectivement largement. Alors Xavier, vous gardez la parole ou la main sur le sujet MLOps, sur le sujet Machine Learning. Question de François qui dit, il me semble que le MLOps est critique sur la capacité de monitorer et adapter les modèles de Machine Learning dynamiquement au plus près des équipements surveillés sur les sites clients. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le MLOps de Microsoft et de SaaS permet cette flexibilité, versatilité opérationnelle asset par asset? Oula, c'est une question précise. François, non, Xavier, la bonne personne. Je sais pas si c'est de l'adaptation des modèles de manière dynamique. Non, mais ce qui est vrai, c'est que sur les entreprises qui ont la capacité finalement de construire des algorithmes de machine learning qui permettent adapter finalement à leur environnement, à leurs données, derrière, le pipeline de machine learning qui permet de dire j'ai des nouvelles données, je le modifie et automatiquement je l'implémente, voilà, c'est clé. Voilà, c'est ça. Et je le vois, beaucoup de retailers font ça, beaucoup d'entreprises industrie font ça, les banques font ça aussi derrière. Et donc ce pipeline de MLOps, c'est d'avoir les bons outils pour garantir, de bout en bout, que mon nouvel algorithme de prévision, par exemple, de résultats, mes prévisions de ce que je dois acheter en termes de supply chain, c'est extrêmement clé. Et ces compétences-là, d'ailleurs, sont très demandées. On parlait de compétences critiques. Ces compétences-là sont extrêmement demandées. Rebondir, Jean-François, sur les compétences, justement. Alors, côté même ces migrations vers le cloud, côté équipe analytique, côté équipe prod, quel est l'impact, je dirais, organisationnel et des compétences nécessaires pour accompagner ce mode hybride, puisqu'on n'est pas que sur de la migration, on est sur un mode de gestion un peu hybride. Quelles recommandations pouvez-vous faire à vos clients? Ce serait bien prétentieux de faire des recommandations, mais en fait... Quel impact? L'impact, je dirais, il n'est pas que technologique. Quand on commence à discuter de
de faire évoluer un business model en utilisant donc de l'analytique et du digital, on commence à rentrer également sur des impacts culturels, organisationnels. C'est pour ça que la conduite du changement, par exemple, c'est un point essentiel. SAS, par exemple, a aussi énormément évolué ces dernières années pour aujourd'hui être en capacité de prendre des vrais engagements projets vis-à-vis des clients et également accompagner nos clients. Je ne parle pas que de formation, on n'est pas que sur la formation, mais c'est de la vraie conduite du changement sur ces enjeux-là. Et en termes justement de profil, Reynald, on parlait du citizen coder. Alors a priori ça se développe. On voit un peu des nouveaux profils se développer. Il y a réellement une appétence des métiers sur le sujet, de dire bah voilà, j'ai envie de prendre la main en laissant la DSI laisser cette plateforme opérationnelle, mais de prendre la main sur la data, de réagir, d'interagir. Il y a une volonté vraiment des métiers de monter en compétence sur ce sujet. Oui, en tout cas, c'est relativement embryonnaire aujourd'hui, mais c'est effectivement une tendance assez forte du marché. J'ai regardé là en Europe de l'Ouest les chiffres de population de développeurs d'ILO-code à temps partiel. C'est un peu là-dedans qu'on peut trouver les gens qui développent les applications analytiques dans les entreprises. On est sur une population de 75 000 environ aujourd'hui en Europe de l'Ouest, donc c'est relativement faible, mais on voit qu'en 4 ans, ça va être multiplié par 3,5. Donc on est sur une croissance très très rapide de ces populations. Donc on a vraiment une appétence des marchés pour ce type de profil et aussi une offre qui s'est adaptée et structurée autour de ça. Jean-François, pour revenir sur l'IA, puisqu'on a de plus en plus de machine learning et d'IA à disposition, je dirais quasi sur étagère ou embedded intégrés dans les outils, on va vraiment vers des populations de citizen développeurs, d'analystes en fait assistés par l'IA, alors sans que l'IA remplace forcément le métier, hein, c'est pas l'objectif, mais des tâches de plus en plus automatisées, prédictives. On est vraiment vers cette dimension comment on appelle ça, d'analyste augmenté. Oui, puisque ça va avec ce que l'on dit sur les différents types de profils, mais l'objectif est de pouvoir automatiser le plus possible de workload et puis de laisser, ou en tout cas de permettre à des experts, des data scientists ou autres, de pouvoir travailler sur des workloads beaucoup plus complexes avec de l'IA embarquée. Donc on est sur, est-ce que l'IA va assister ou est-ce que on donne plutôt accès à ces data scientists justement à l'IA? Je pense qu'on est plutôt dans cette direction-là. Ouais. Et côté prod ou IT, c'est aussi de l'IT manager assisté par l'IA. Oui, c'est ça. C'est l'équivalent de ce que j'ai sur Outlook qui s'appelle Insight, hein, pour la petite histoire, qui est l'appli, enfin Outlook me recommande finalement des plages de deep work, des choses comme ça. C'est-à-dire comment ça m'aide à ma productivité tout simplement. Donc c'est la façon, voilà, il y a des choses que je pourrais optimiser, donc automatiquement pour effectivement l'administrateur Azure de pouvoir voir ce qu'il peut optimiser, et c'est recommandé finalement par l'IA derrière, embedded. Très bien, messieurs, merci. En fait, on voit naître un peu ces citizen développeurs, l'analyse au plus proche des métiers. Juste un mot, vous allez avoir la présentation de Reynald qui vous sera envoyée pour peu que vous ayez accepté de nous transmettre les coordonnées. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez la présentation de Reynald. Vous aurez aussi le replay de l'événement qui vous sera envoyé. N'oubliez pas de remplir le petit questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous. On est aussi, nous, dans une démarche d'amélioration continue. Et puis, si jamais, parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous pour qu'on vous mette en relation avec Xavier et Jean-François et avec Reynald pour des questions supplémentaires pour aller plus loin dans le débat. En tout cas, merci à vous, merci à Jean-François.